Panel américain en compagnie cet après-midi de Valérie Beaudoin, Raphaël Jacob et Louis Blouin. Bonne fin d'après-midi à vous trois. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. On va commencer par la nouvelle du jour aux États-Unis. Raphaël, Tulsi Gabbard, qui était la directrice du Renseignement national, a annoncé cet après-midi qu'elle partait, qu'elle quittait le cabinet de Donald Trump. Elle dit qu'elle part pour des raisons familiales, mais on a comme un doute. Est-ce que ce doute est fondé? C'est pas évident, Sébastien. Je suis le premier à carrément me moquer des politiciens qui donnent l'excuse bidon de « j'ai besoin de temps pour ma famille » en justifiant un départ qui est clairement politique. Là, dans ce cas-ci, c'est quand même pas rien. Là. Le mari en question serait atteint d'un cancer des os. Donc, je ne vais pas être présomptueux au point tel où je vais vous dire que ce n'est pas ça la vraie raison. Une fois que ça s'est dit, est-ce qu'on peut quand même également tracer le contexte plus large? Oui. Lorsqu'on parle de Tulsi Gabbard, en fait, on parle carrément d'une femme qui a été diffamée par plusieurs personnes dans l'espace médiatique dans les dernières années comme une agente russe parce qu'elle ne voulait pas de guerre sans fin contre la Russie. C'est une non-interventionniste, une anti-interventionniste, anti-opération pour renverser des régimes à la grandeur de la planète depuis des années. A quitté le Parti démocrate en énorme partie à cause de ça, parce qu'elle est attirée par le discours beaucoup moins interventionniste de M. Trump. Mais c'est sûr qu'à la lumière du Venezuela, de l'Iran et possiblement prochainement de Cuba, ça crée énormément de tensions. C'était intenable pour elle, peu importe les raisons familiales. Voilà. On va la croire jusqu'à preuve du contraire, évidemment, sur les raisons familiales, quand un politicien invoque ça. Valérie, reste que factuellement, comme l'a dit Raphaël, il y avait de la friture sur la ligne. Elle a refusé, sauf erreur, à un moment donné, de confirmer ce que M. Trump disait, qu'il y avait une menace pour les États-Unis au sujet de l'Iran. Oui, sur les capacités nucléaires de l'Iran, sur tous les détails des raisons derrière le moment où on a choisi de faire cette intervention américaine. Et c'est aussi qu'on la voyait pas toujours. Hein. Il y avait des rencontres où tu te dis, normalement, la directrice du renseignement américain va être là et elle était absente. Alors, elle avait même un surnom là, pour DNI, qui est justement son espèce de titre de poste, c'est « Do not invite ». Alors, ne l'invitez pas. Il y avait vraiment quelque chose d'associé à elle qu'on voulait qu'elle quitte. Il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient qu'elle quitte ce poste-là. Et il faut se rappeler aussi qu'il y a eu Joe Kent, qui était, lui, à la tête d'une unité pour l'antiterrorisme, qui a fait une sortie avec une lettre dans les médias de démission pour protester contre, justement, l'intervention américaine en Iran. Alors, il y avait un contexte très large qui nous disait peut-être qu'un jour, elle allait elle-même démissionner ou être démissionnée. Mais comme Raphaël l'a dit, la situation est quand même plus complexe là, dans ce contexte-là. Ouais. Et parlant de contexte, Louis, il y a 4 femmes, incluant Mme Gabbard, qui ont quitté le cabinet de M. Trump au cours des dernières semaines, des derniers mois. Mme Gabbard, la directrice du Renseignement national. Il y a aussi la secrétaire au travail qui est partie. Pam Bondi, la procureure générale, donc ministre de la Justice. Et Kristi Noem, qui était secrétaire à la Sécurité intérieure. Est-ce qu'on peut parler de porte tournante ou dans le cycle de vie d'un gouvernement, ça peut être des choses qui arrivent? Je dirais que la première chose qu'on note, c'est qu'elles ont toutes été remplacées par des hommes, certains par intérim, c'est quand même un fait à noter, ça. Mais on est loin des portes tournantes de la première administration. Ça reste quand même un niveau là, de circulation dans l'administration de M. Trump qui est moins élevé que la première fois. Pourquoi? Parce que dans ce deuxième mandat, il s'est entouré de gens qui étaient très, très loyaux. C'était ça, le critère numéro 1. Et là, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait partir éventuellement? On sait que tous les yeux sont tournés vers Kash Patel en ce moment, dont ces histoires qui sont sorties dans les médias. Le directeur du FBI. Directeur du FBI. Il y a des problèmes d'alcool qui sont évoqués, etc. Lui-même, paraît-il, selon ces mêmes articles, notamment du New York Times, serait nerveux de perdre son emploi quand il n'est pas capable d'entrer son mot de passe dans son ordinateur. Il se demande s'il ne va pas se faire montrer la porte. Il pourrait y en avoir d'autres, mais si on compare au premier mandat, on est loin du compte quand même. Raphaël, est-ce que ça fragilise M. Trump, ses départs? Probablement pas. Dans l'absolu, la priorité, d'un point de vue d'opinion publique, probablement pas. À Washington, évidemment que ça le fait mal paraître, mais à l'extérieur de ça, le grand public regarde probablement beaucoup moins ça que le prix qu'il paye à la pompe ou à l'épicerie. Parlons de prix. 1,8 milliard, c'est le fonds d'indemnisation, Valérie, qui a été décrété par M. Trump pour soi-disant anti-instrumentalisation, c'est-à-dire pour peut-être dédommager les émeutiers du 6 janvier 2021. C'est quoi cette histoire? Pourquoi M. Trump veut mettre sur pied ce fonds-là? En fait, c'est dans le cadre d'une poursuite contre le fisc américain, IRS, donc pour dire qu'on n'avait pas sécurisé suffisamment ces rapports d'impôts qui avaient été diffusés dans les médias. On se souvient qu'il refusait de les rendre publics quand la norme, c'était qu'un candidat à la présidence va rendre public son rapport d'impôts. Alors ça, c'était dans ce contexte-là. Il y avait une poursuite de 10 milliards de dollars et on a réglé, entre autres, en disant, on va mettre sur pied ce fonds pour dédommager des gens qui se sentent lésés, qui ont été attaqués de façon il injustifiée. abandonne sa poursuite, c'est ça?
Et en échange, Exact. il demande à l'IRS, le fisc américain, de mettre sur pied un fonds d'1,8 milliard, c'est ça? C'est l'entente qu'on a fait avec son administration. C'est ça qui est très particulier. Alors, il a poursuivi comme un citoyen ordinaire, mais là, il n'est pas un citoyen ordinaire. Il est le président des États-Unis, c'est l'argent des contribuables, et on dit finalement, ben oui, on s'entend, mais ce fonds-là va servir pour des gens qui ont été enquêtés aussi pour toute l'histoire justement de la collusion avec la Russie, des gens, les faux grands électeurs là, qui ont tenté de renverser le résultat de l'élection en 2020. On a parlé des émeutiers du Capitole. Donc, tous ces gens-là peuvent appliquer devant un comité où Trump, je pense que c'est important de le préciser, peut décider des membres. En fait, c'est pas lui qui décide des membres, mais après ça, s'ils ne font plus l'affaire, on peut leur montrer la porte et nommer une nouvelle personne. Alors, il y a quand même une mainmise jusqu'à un certain point sur le processus pour choisir les gens. Là-dessus, sur le fond, on a un extrait de M. Trump qu'on écoute. The Biden administration was horrible in terms of what they've done to people is incredible. And we're reimbursing those people for their legal fees and for their costs. It was the most violent thing I've ever seen in politics, what they did. And yet if I say, oh, let's look at this one or that one, they say weaponization, weaponization. What they did in terms of weaponization will never be allowed to happen in this country again. OK, Louis, j'essaie de comprendre. OK, puis on va essayer de comprendre ce qui passe dans par la tête de M. Trump, c'est parfois compliqué, mais donc, il se porte à la défense des émeutiers du Capitole. Il veut créer un fonds d'indemnisation pour leur donner de l'argent parce qu'ils ont été maltraités par l'administration Biden après l'émeute du Capitole. Est-ce que politiquement, c'est pas dangereux de récompenser financièrement des émeutiers? Il y a cette couche-là. Il y a 1 milliard que M. Trump veut faire adopter pour la sécurité dans sa nouvelle salle de bal. Il y a toutes sortes de mesures comme ça qui sont en train de s'accumuler, Sébastien, qui n'ont pas de sens probablement aux yeux de beaucoup d'Américains qui effectivement payent une fortune pour remplir leur réservoir d'essence à quelques mois des élections de mi-mandat comme ça. Et là, ce que des sénateurs républicains au Congrès qui résistent commencent à se dire, c'est est-ce que les Américains ont vraiment voté pour ça? Salle de bal, indemniser les émeutiers, un écran aussi pour protéger de l'impôt la famille Trump. Est-ce que ça fait vraiment partie de ce qu'on a promis aux Américains? Alors la question, je pense, qui se pose, c'est jusqu'où va pouvoir aller Donald Trump avec ces demandes de mesures-là au cours des prochaines semaines? Pour l'instant, il y a des sénateurs qui ont l'air d'être bien décidés à résister. Ouais. Et parmi eux, je vous rappellerai qu'il y a des gens que Donald Trump a décidé d'écarter récemment. Je pense à Bill Cassidy de la Louisiane parce qu'il a imposé des candidats qui lui sont plus loyaux là, contre lui, notamment M. Cassidy, mais d'autres, Tom Tillis qui prend sa retraite. Vous avez Thomas Massie qui a été écarté dans la primaire la semaine dernière au profit d'un candidat de Donald Trump qui, lui aussi, est toujours là jusqu'en janvier au Congrès. Donc, ces gens-là vont pouvoir donner du trouble à Donald Trump au Congrès pour les mois qui viennent. Sur ce filon-là des républicains qui affrontent Donald Trump, OK, Raphaël, j'essaie de suivre, OK? Hier, il y avait un vote pour adopter, si j'ai bien compris, le nouveau budget de ICE, là, avec des augmentations de budget pour la police de l'immigration. Il y a des sénateurs républicains qui ont dit on ne votera pas en faveur parce qu'on veut discuter du fonds d'indemnisation de 1,8 milliard de dollars aux émeutiers du 6 janvier. À partir du moment où il y a des sénateurs républicains qui s'opposent aux volontés de M. Trump, est-ce qu'il commence à être dans le trouble ou il a tellement une mainmise sur ce parti-là qu'il n'est pas dans le trouble? Ça dépend de quoi on parle, ça dépend de qui on parle. C'est-à-dire que de façon globale, quand vous êtes un élu républicain depuis les 10 dernières années, c'est extraordinairement risqué d'un point de vue de primaire républicaine de défier le président. Le problème, c'est qu'à partir du moment où le président prend des décisions qui sont impopulaires auprès de l'ensemble, non pas du caucus ou du parti ou de l'électorat républicain, mais de la population américaine, ne pas le défier devient risqué dans une perspective d'élection générale dans certains cas. Et on parle de sénateurs, vous parliez un instant, Louis parlait de M. Cassidy, et vous parliez un instant, Sébastien, de l'émeute, de l'insurrection du 6 janvier 2021. Suite à ça, il y avait 7 sénateurs républicains qui avaient voté au début 2021 pour destituer Donald Trump. Sur les 7, avant les élections de la semaine dernière, il y en avait 4 qui avaient déjà été éjectés ou qui avaient quitté leur fonction. M. Cassidy, avec sa défaite en Louisiane, devient le 5e. La 6e, Mme Collins, et sans contredit, la sénatrice sortante, tout parti confondu, qui est le plus en danger de perdre son siège dans 6 mois dans les élections générales de mi-mandat. Et la 7e, Mme Murkowski de l'Alaska, son siège est seulement en jeu la prochaine fois en 2028. Mais devinez quoi? Elle sait déjà en 2026 qu'elle aura un adversaire républicain qui va se présenter comme étant plus loyal envers Donald Trump qu'elle l'a été.
ça vous donne quand même une lecture assez extraordinaire du pouvoir d'influence du président au sein de son parti à Washington. Ah, puis, si on revient au Kentucky, là, Louis faisait allusion, Valérie, mais l'histoire de M. Massey, qui était donc quelqu'un qui critiquait ouvertement Donald Trump, il s'est fait remplacer dans une investiture républicaine, donc pour être le candidat du Parti républicain, par quelqu'un de beaucoup plus proche des idées de M. Trump. Qu'est-ce que ça nous dit, donc, sur la mainmise de M. Trump sur son parti? Puis je rappelle, là, il y a des sénateurs républicains qui sont opposés à des trucs de M. Trump hier soir, mais là, dans le cas du Kentucky, c'est comme si on avait l'impression que M. Trump tenait vraiment son parti très serré. Valérie. Ben, on voit qu'il y a énormément de pouvoir encore sur son parti, ça c'est vrai. On l'a démontré aussi par les propos qu'on a tenus il y a un instant. Mais c'est un cas, il faut dire, il est populaire au sein du Parti républicain, mais au sein de la population en général, il faut quand même faire une distinction. C'est pas parce que là, on réussit à pousser un candidat qui est beaucoup plus MAGA, qui est beaucoup plus fidèle, et c'est pas le premier, hein, Thomas Massey, à être chassé comme ça. Je vais donner un autre exemple qui était il y a un peu plus longtemps, mais Liz Cheney, la fille de Dick Cheney, qui avait vraiment, elle s'était opposée à Donald Trump. C'était un symbole très, très fort lorsqu'elle a aussi perdu une primaire, elle a dû quitter. Alors, il est populaire là, mais après ça, à l'élection générale, aux élections de mi-mandat, ces candidats-là, ça veut pas dire dans plein d'autres cas où les courses sont plus serrées, que ce seront des candidats populaires. Là, c'est des tests de loyauté. L'autre preuve, c'est au Texas. On a choisi d'appuyer un candidat républicain plutôt qu'un autre. On a dit que le sénateur actuel n'avait pas été assez MAGA, tandis que l'autre était presque un puriste MAGA. C'est comme ça qu'on les choisit. Alors, il y a vraiment un test de fidélité et on le voit, hein, statistiquement, que ça fonctionne presque à tous les coups pour M. Trump, cette peur-là. C'est soit la retraite ou soit on se fait tasser. Bon, mais le problème, Sébastien, c'est qu'en choisissant des full patch MAGA, permettez-moi l'expression, c'est que l'automne prochain, aux élections de mi-mandat, les gens que M. Trump doit convaincre, c'est des indépendants et des électeurs modérés dans des comtés mauves. Et si vous avez des gens qui sont très fidèles au président, très MAGA, c'est pas nécessairement comme ça que vous allez les chercher. Donc, à court terme, Donald Trump a une victoire, il est le tout-puissant au sein de son parti, mais aux élections de mi-mandat, il est possible qu'il prenne un risque et qu'effectivement, ce soit finalement une vision plutôt à courte vue pour lui, parce qu'il pourrait y avoir un retour de flamme l'automne prochain. Un comté mauve, c'est indécis, c'est ça? Bien, c'est-à-dire qu'il est prenable par les deux partis. Puis je pense que du point de vue du Texas, ce que Valérie mentionnait, c'est un bon exemple où vous avez un candidat démocrate, James Talarico, qui est beaucoup plus au centre, qui parle de religion, qui parle de sécurité à la frontière, qui s'adresse justement plus aux centristes, aux modérés. Bien là, vous avez un full MAGA qui débarque. Alors, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il y a même des stratèges républicains qui disent publiquement qu'ils sont inquiets pour ce qui va se passer dans cette course au Texas? Donc, puis vous nous en avez parlé, Raphaël, au mordu du Texas, qu'on va particulièrement surveiller pour ce qui est d'un gain peut-être démocrate. Mais quand on sort de la bulle, puis de ces stratégies-là, de placer le monde qu'on veut, puis d'envoyer le message à la base militante MAGA, les vraies affaires, là, c'est quoi, là, Raphaël, aux États-Unis en ce moment? Sur quoi les gens vont peut-être baser leur vote aux élections de mi-mandat? Vous avez, vous et Louis, parlé du prix à la pompe. Est-ce que c'est un enjeu, pensez, déterminant? Ce n'est pas un enjeu, Sébastien. C'est l'enjeu, L' avec un E majuscule après coup. Point. La réponse la plus brève de la soirée. Mais oui, OK, j'épilogue un peu avec vous. Et en ce moment, le prix à la pompe est élevé. Le prix à la pompe fait mal, donc, politiquement, à Donald Trump. Oui, savez-vous quoi? Il y a peu de gens qui vont avoir le réflexe de faire un lien entre le fonds d'indemnisation de 1,8 milliard et la décision d'aller en guerre en Iran. Mais d'un point de vue politique, d'un point de vue électoral, il y en a un lien. C'est-à-dire que Donald Trump est en train de détruire sa présidence avec des décisions, des erreurs qui sont complètement non forcées. Il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas d'urgence d'aller commencer à frapper l'Iran, pas plus qu'il y en avait une de créer ce fonds-là. Et quand il le fait, quand il prend des décisions de la sorte, il fait deux choses simultanément. Galvaniser l'opposition contre lui, perdre les indépendants, donc on met ça dans une bulle, et l'autre, fracturer son propre parti. Donc, il a perdu sa boussole politique, Valérie, parce qu'il en avait quand même une pas pire. 77 millions d'Américains, ou à peu près, ont voté pour lui. Il tirait à un moment donné sur les bonnes ficelles. Est-ce qu'on a l'impression qu'il a perdu sa touche un peu? Est-ce qu'il y avait une bonne boussole politique ou il y avait les bons messages politiques pour gagner une élection face à des démocrates qui avaient, eux, pas les bons messages politiques? Il y a ça aussi, parce qu'il n'a pas tenu ses promesses. Ça, c'est clair, d'abaisser le coût de la vie. Il y a un sondage de l'Université du Michigan qui dit que même dans le cadre des guerres du 11 septembre, dans plein d'autres périodes creuses aux États-Unis, on s'est jamais aussi senti impuissant face à l'économie avec peu d'espoir aussi sur notre situation. Alors, sondage après sondage, on le voit. Il n'a pas tenu promesse pour le prix de l'essence, à baisser le coût de la vie.
les fameuses pancartes slogans No More Wars. Il n'y en aura plus de guerre. On ne va pas faire d'intervention. On va s'occuper de nous, des Américains, America First. Est-ce que c'est vraiment America First? Et j'ajoute une couche à ça avec le dossier Epstein, qui a aussi fait mal à Donald Trump, qui a aussi divisé son parti. Il avait dit, les gens autour de lui en campagne, que c'était aussi une priorité de faire la lumière là-dessus et sur de l'information qu'on a, disait-il, cachée pendant plusieurs années. Il doit faire attention sur les fissures aussi dans son propre parti. Regardez, Thomas Massie, la semaine dernière, il était appuyé par beaucoup de jeunes qui ont les mêmes visions que lui. Contre la guerre en Iran, contre l'appui inconditionnel des États-Unis envers Israël, que l'État dépense trop. Ça, il y a beaucoup de jeunes MAGA de la droite américaine qui pensent ça. Et avec la défaite de Thomas Massie la semaine dernière, moi, je l'ai fait en entrevue, M. Massie, cette semaine, puis il me disait, il y a un risque, si je perds, d'aliéner particulièrement les jeunes dans le Parti républicain, parce que ça ne ressemblera plus à leurs priorités. Les jeunes qui s'informent ailleurs, par ailleurs, pas dans les médias traditionnels, qui ont des positions qui sont un peu plus indépendants d'esprit. Eh bien, si ces jeunes-là et des groupes clés comme ça dans le Parti républicain ne sortent pas voter l'automne prochain, ça, c'est un gros problème pour Donald Trump, la mobilisation de ses électeurs. Donc, il y a le portrait national, mais dans son propre parti, c'est que les républicains sortent voter aussi. D'accord, mais donc le test ultime là, pour mesurer, parce qu'on a des sondages sur le taux d'approbation de M. Trump, Raphaël, puis le taux d'approbation est quand même relativement bas, le test ultime, ce seront les élections de mi-mandat, c'est ça? D'un point de vue strictement électoral, d'ici la fin, disons, du mandat, tout au moins jusqu'aux élections présidentielles de 2028, la réponse courte est oui. Très bien. Puis elle se présente donc comme où il pourrait perdre le contrôle des deux chambres ou il pourrait garder le contrôle d'une des deux chambres ou des deux chambres? Si vous me posez la question en termes probabilistes, c'est extrêmement probable qu'il perde, que son parti, je devrais dire, perde le contrôle de la Chambre. Et c'est, en ce qui me concerne, en date d'aujourd'hui, très plausible que le Parti républicain perde également sa majorité au Sénat. Très bien. À voir donc aux élections de novembre, c'est toute la Chambre des représentants et le tiers du Sénat, n'est-ce pas, qui sont en jeu à ce moment-là? D'accord. Valérie, parlez-moi de Cuba. Qu'est-ce qui va se passer avec Cuba? Là, on a l'impression que... bon, il y a Raúl Castro qui a été accusé aux États-Unis pour des avions qui ont été abattus dans les années 90. Là, Marco Rubio tient parfois envoie des messages de dire que la sécurité nationale est en jeu avec la présence de Cuba et son régime actuel. C'est quoi l'approche des États-Unis vis-à-vis de Cuba, Valérie? Mais l'approche, la réalité, c'est qu'on le sait pas. On menace. C'est comme si on avait l'espèce de spectre de vous aurez une opération à la Nicolas Maduro. On est capable d'aller chercher des têtes dirigeantes. Là, c'est surtout une symbolique en Raúl Castro, qui est pas président de Cuba en ce moment, mais c'est un des visages de la révolution cubaine. On l'a accusé. Si on va le chercher, il y a 94 ans, c'est vraiment un symbole très, très fort. La façon que fonctionne le gouvernement à Cuba, c'est différent quand même de comment ça fonctionne au Venezuela. Puis là, j'entrerai pas dans le détail parce que je suis pas une spécialiste de politique cubaine, mais quand même, on fait des pressions. On dit à la population, tenez bon, c'est le régime qui est en place et qui vous rend avec des problèmes d'énergie, hein, il n'y a plus de pétrole, des problèmes économiques aussi. Alors, est-ce qu'il y aura une opération militaire? On dit qu'on veut encore avoir un deal, donc une entente, de trouver une façon. On fait des pressions. La grande question, c'est est-ce que Donald Trump peut régler le dossier de l'Iran? Est-ce qu'il peut régler en même temps le dossier de Cuba? Est-ce qu'il va se mouiller dans plusieurs conflits en même temps? Là? Ça, c'est à suivre. Ça fait plusieurs casseroles sur le feu, Louis, non? Oui, exactement. Et puis en ce moment, est-ce que les Américains ont vraiment envie d'un autre engagement militaire américain? Moi, je pense que ce serait étonnant que les États-Unis aillent là, mais Donald Trump nous a surpris. Est-ce qu'il va faire un autre Maduro? On ne sait jamais. Mais honnêtement, où ça en est avec tous les messages et le ressac qu'il a dans son propre parti pour ses engagements militaires, moi, je serais bien étonné qu'il en arrive. Voilà, mais il a un gros outil, hein? Le blocus pétrolier, ça fait très mal et ça fait plier Cuba, ça, quand même. Voilà, ça lui donne un rapport de force avec Cuba. Tout à fait. Voir donc pour la suite. Valérie, Raphaël, Louis, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Merci. Au revoir. Bon week-end.